Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va avoir une dette publique qui va flirter avec les 120% du PIB, et vous, ça ne vous fait même pas peur? Oui, alors c'est un débat qui est pas assez compliqué, assez technique et où il y a beaucoup d'imprécisions qui circulent. On a entendu dire qu'effectivement, on aurait du mal à rembourser cette dette. On a entendu dire qu'il y avait un risque de faillite des États. On a entendu dire qu'il faudrait monter massivement les impôts pour rembourser la dette. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la crise des subprimes, et alors un peu plus tardivement en Europe, plus tôt aux États-Unis, mais enfin, nous avons tous pratiqué dans les pays de l'OCDE la même politique, qui d'ailleurs commence à se pratiquer aussi dans quelques pays émergents, qui est la monétisation des dettes publiques. Alors il faut expliquer précisément de quoi il s'agit. Alors, je vais prendre l'exemple de la France, mais je pourrais prendre l'exemple de n'importe quel pays. L'histoire est exactement la même. Donc l'État français fait un déficit public. Par exemple, il finance en ce moment le chômage partiel. Pour ça, il émet de la dette, des OAT, et cette dette est instantanément achetée par la Banque centrale qui paye en créant de la monnaie. Et elle crédite le compte de la personne, de l'agent économique, que ce soit une banque, un individu, un assureur, etc., qui vend la dette. Vous voyez que cette opération amène toute la dette nouvelle qui est émise dans le bilan de la Banque centrale. Et donc, ce qui circule, c'est de la monnaie. Donc, on voit bien qu'on pourrait en fait oublier l'épisode émission de dette. Tout se passe exactement comme si l'État payait du chômage partiel, mais que ce chômage partiel était financé directement par de la création de monnaie. C'est qu'en fait, que la Banque centrale créditait les comptes des personnes qui sont au chômage partiel. Donc cette obligation, elle n'a émise par l'État, elle n'a qu'une vie que très très transitoire, le temps d'être rachetée par la Banque centrale. Et donc en réalité, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire qu'on fait des transferts publics financés par la création de monnaie. On donne de la monnaie à un certain nombre d'agents économiques. Une autre façon totalement équivalente de raconter la même histoire, c'est de dire que la Banque centrale appartient à l'État. Les banques centrales rendent leurs profits aux États. Et comme la Banque centrale appartient à l'État, c'est une filiale à 100% de l'État, donc ce qu'il faut regarder, c'est le bilan consolidé de l'État et de la Banque centrale. Quand vous regardez le passif du bilan consolidé de l'État et de la Banque centrale, la seule dette qui apparaît, c'est la dette publique qui n'est pas détenue par la Banque centrale. La dette publique détenue par la Banque centrale, c'est un prêt de l'État à lui-même. Et donc en réalité, depuis maintenant 10 ans ou plus, dans les pays de l'OCDE, les banques centrales ont financé les déficits publics, pas par de l'émission de dette, mais par de la création de monnaie. Au passif de l'État, ce qui a augmenté, ce n'est pas la dette, c'est la monnaie. Donc nous avons beaucoup plus de monnaie en circulation. Cette année, le bilan de la BCE va passer de 4 600 milliards d'euros à presque 6 000 milliards d'euros dans l'année. Et c'est ça qui est essentiellement une augmentation techniquement des comptes de réserve des banques auprès de la Banque centrale qui finance les déficits publics. Alors, vous voyez, après, l'histoire détaillée est plus compliquée. Quand la Banque centrale achète une obligation à une banque, elle paye en créditant le compte de réserve de la banque directement. Quand la Banque centrale achète une obligation à un assureur, l'assureur a son compte dans une banque qui est créditée et la banque a son compte à la Banque centrale qui est créditée. Donc, dans tous les cas, in fine, ce qui est fabriqué, c'est de la monnaie de banque centrale. C'est la taille du bilan de la banque centrale qui augmente. Donc le raisonnement qu'il faut avoir, c'est pas de se dire, ciel, on a 120% de dette publique par rapport au PIB, parce qu'en réalité, on a un peu moins de 90, si on regarde la partie de la dette qui n'est pas... Et c'est le même niveau qu'il y a 10 ans. Qui n'est pas détenu par la Banque centrale. Qui n'est pas détenu par la Banque centrale, qui en a 30 à peu près. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui se passe quand la quantité de monnaie augmente de façon spectaculaire? Le bilan de la Banque centrale européenne, cette année, va augmenter de 50%. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une banque centrale augmente de moitié la taille de son bilan? C'est ça la bonne question. D'ailleurs, on a des remarques d'internautes qui ont réagi à de précédentes vidéos qu'on avait faites, dont une, on ne remboursera jamais la dette. Parce qu'il n'y en a pas. On ne va pas rembourser la dette qu'on n'a pas. Exactement, mais, enfin, si on suit votre raisonnement, exactement. Mais ça a appelé beaucoup de réactions. Alors, déjà, une première réaction, c'était d'une internaute, je ne sais pas, Jessica Arven. Pour moi, monétiser la dette, c'est détruire l'euro. Je ne comprends pas bien ce qu'on y gagne. Oui, alors c'est une très bonne question, parce qu'après, aujourd'hui, on a le sentiment que tout ça, c'est une martingale formidable, un free lunch, comme on dirait en finance. C'est-à-dire qu'on a trouvé la solution à tous nos maux. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt?
Donc dès qu'on a un problème économique, on va maintenir, aujourd'hui, cette année, c'est très impressionnant. Si vous prenez la zone euro ou la France, hein, le PIB baisse de 10%, mais les revenus des ménages et des entreprises ne baissent pas. La différence, c'est 10% de déficit public, quoi. Donc en fait, l'État a donné aux ménages et aux entreprises le revenu que la production ne leur apportait pas. Hein. Et donc, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? D'ailleurs, pourquoi on a eu la bêtise dans le passé d'accepter des récessions? C'est ça. Donc, on a l'impression aujourd'hui qu'on a trouvé cette martingale formidable. Donc, problème égale déficit public. Et pour qu'on puisse avoir un énorme déficit public, on le monétise. Donc, hélicoptère-monnaie. Monnaie-hélicoptère, on distribue des billets aux personnes qui souffrent dans une récession pour qu'elles arrêtent de souffrir. Sauf qu'il y a bien un prix. Alors, quel est le prix? C'est ça la question. Et c'est là que le débat public n'est pas clair. Parce qu'on nous a parlé d'impôts, etc. Oui, mais non, enfin, il n'y a pas de dette, donc il n'y aura pas d'impôts au sens traditionnel. Quel est le prix? Alors, il y a 100 ans, dans les années 20, si on avait fait ça, sur 50% d'augmentation de l'offre de monnaie, on aurait eu assez rapidement 50% d'inflation par an. C'est ce qui s'est passé dans les années 20. Mais ça, c'est plus vrai, parce que la monnaie n'est plus une monnaie transactionnelle. Dans les années 20, le supplément de monnaie, il était consommé, donc ça faisait monter les prix. Aujourd'hui, la monnaie, c'est un placement. Hein, c'est un placement dans les portefeuilles, comme les obligations, les actions, l'immobilier, etc. Donc, quand on a une augmentation énorme de la quantité de monnaie, ce qui se passe, c'est que les individus, quand ils ont, aujourd'hui pas encore, parce qu'il y a trop d'incertitudes, mais quand l'incertitude devient raisonnable, ils réallouent cette monnaie sur les autres classes d'actifs. Donc là, les dépôts bancaires énormes qu'ils ont accumulés, ils vont s'en servir pour acheter des logements, pour acheter des actions, pour acheter du private equity, que sais-je. Ils ont déjà acheté des obligations. Regardez les taux d'intérêt sur les obligations. Donc ce qu'on va avoir, ce n'est pas de l'inflation des biens, c'est de l'inflation des actifs. Donc on va avoir une très forte hausse des cours boursiers, des prix de l'immobilier et des taux d'intérêt qui vont, à long terme, qui vont rester extrêmement bas. Donc c'est l'inflation des actifs. Et c'est une forme de perte de valeur de la monnaie. Celle dont on avait l'habitude, c'est que la monnaie perdait de la valeur par rapport à sa capacité à acheter des biens. Aujourd'hui, la monnaie perd de sa valeur par rapport à sa capacité à acheter des actifs. Une même quantité de monnaie va acheter moins d'appartements qu'avant, quoi, hein, Alors ça, c'est encore pas très grave. Enfin, ça peut être assez grave. Là. La bulle immobilière, c'est quand même très grave. Notamment socialement. Socialement, on va exclure la classe moyenne inférieure de l'accès à un logement, ce qui est quand même extrêmement grave. Mais il y a plus grave qui serait la perte de confiance dans la monnaie. Je crois que c'est ça que votre internaute disait. Oui, je pense que c'est en effet la question sous-jacente. Il y a tellement d'euros que je ne crois plus que ça ait de la valeur. Alors, la version faible de ce problème-là, c'est ce qu'on vient de dire. C'est d'accord, oui, on voit bien, il y a une perte de valeur de la monnaie, donc il faut que j'utilise beaucoup plus de monnaie pour acheter une action, pour acheter un appartement. Et le risque fort, c'est qu'il y a vraiment une défiance vis-à-vis de la monnaie. Alors, si vous êtes argentin, quand vous ne croyez plus à la valeur du peso, ce qui est le cas, ou quand vous êtes turc et que vous ne croyez plus dans la valeur de la livre turque, achetez du dollar. Vous achetez du dollar ou de l'euro. Ça, vous nous l'avez déjà dit. Oui. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais si vous êtes européen et que vous ne croyez plus dans la valeur de l'euro, vous achetez quoi? Vous n'allez pas acheter du dollar parce que la Réserve fédérale, elle fait pire que la BCE. D'ailleurs, les pires, c'est les Suisses. Hein, bon. Mais donc, vous ne pouvez pas acheter une autre grande monnaie, parce que c'est pas mieux que la vôtre. Donc, vous allez chercher des petits bouts de niche refuge. Donc, vous allez acheter un peu d'or, d'où les prix de l'or à $2000 à peu près l'once. Vous allez acheter un peu de bitcoin, un peu de crypto-monnaie, vous allez acheter un peu de francs suisses et de yens, parce que vous pensez que c'est des monnaies un peu différentes, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Vous allez acheter voilà. Alors, quand vous dites que c'est pas vrai, vous pouvez préciser? Parce que les deux banques centrales en Suisse et au Japon augmentent la quantité de monnaie encore bien plus que la BCE. Donc c'est pas des monnaies refuges du tout, sauf dans l'esprit de certaines personnes. Donc vous allez essayer de trouver des petà bouts d'actifs refuges, mais vous pouvez pas, pour qu'il y ait une énorme crise de l'euro, il faudrait qu'il y ait un substitut à l'euro comme monnaie, quoi. Et or, il n'y a pas. Si vous êtes un Argentin, il y a un substitut au peso qui est le dollar. Mais si vous êtes Européen, quel est le substitut à l'euro? Alors, dans 50 ans, peut-être le renminbi, mais c'est pas mûr, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes condamné à garder vos euros. Et donc, probablement, vous n'aurez pas la forme forte de la crise. Vous aurez la forme faible, c'est-à-dire la bulle immobilière. Alors, il y a tout de même une forme d'incrédulité vis-à-vis de votre idée que la dette n'est pas remboursable. Commentaire, encore d'un autre internaute, si la dette n'est pas remboursable, pourquoi la patronne du FMI suggère de prendre 10% de toute l'épargne des particuliers? Pourquoi le patron de la Banque de France affirme qu'il faudra rembourser la dette? Alors la version faible de la réponse, la version méchante, c'est qu'ils ne comprennent pas. Donc il faut qu'ils écoutent SICAV Online.
c'est pas impossible. La version sympa, c'est qu'en fait, ils veulent passer un message pour essayer de dire au gouvernement, ce que vous faites là, vous avez le droit de le faire dans les crises, mais il faudrait peut-être un jour penser à arrêter, quoi. Parce que la tentation du free lunch... Du repas gratuit. Voilà, ouais. Je suis pas choqué du tout qu'on fasse ça dans une crise. Parce que d'abord, il n'y a pas le choix. Si on n'avait pas fait cette politique de monétisation des déficits publics cette année, on aurait eu un quart des entreprises qui auraient disparu et on aurait 5 millions de chômeurs en plus. Donc on a eu raison de le faire. La question, c'est que les banques centrales ont l'air de se préparer à continuer cette politique de façon structurelle. Le patron de la Réserve fédérale nous dit en septembre, mon objectif c'est de réduire les inégalités. Pour réduire les inégalités, il faut que les Noirs et les Latinos aient un taux de chômage aussi bas que les Blancs. Et pour que les Noirs et les Latinos aient un taux de chômage aussi bas que les Blancs, il faut que j'ai une politique expansionniste très très longtemps pour amener le taux de chômage à un niveau très bas. Et en gros, forcer les entreprises à embaucher les personnes les moins qualifiées. Et donc, si on fait ça, ça ne va pas être simplement en crise qu'on va mener cette politique, ça va être de façon durable pendant toute la période de croissance. Et là, on commence à faire de grosses bêtises, parce qu'à nouveau, monétiser les déficits publics quand on est dans une récession, c'est parfaitement légitime. Monétiser les déficits publics quand on est un taux de chômage bas pour essayer de gagner encore un peu, ça devient extrêmement dangereux. Et c'est là qu'on va faire les bulles. Donc je pense que ce que Christine Lagarde et François-Yves Leroy-Gallo essaient de passer comme message, c'est... Il ne faudrait pas faire en 2022, 2023, 2024 ce qu'on a fait en 2020 et qu'on va probablement faire encore en 2021. Je crois que c'est ça l'idée. Vous parliez de l'hélicoptère-monnaie. L'hélicoptère-monnaie donne l'impression que l'argent est gratuit. Et un internaute relevait, si l'argent est gratuit, pourquoi paye-t-on des impôts ? Oui, parce que d'abord, on ne finance pas la totalité du déficit. Enfin, si, cette année, on finance la totalité du déficit comme ça, mais cette année en France, les dépenses publiques de l'État, les dépenses publiques vont faire 64% du PIB et les impôts vont rapporter 45% du PIB. Donc vous avez 19% du PIB qui n'est pas financé par des impôts. Donc une partie est financée par des recettes de l'État qui ne sont pas des impôts, il y en a. Et une partie qui est de l'ordre de 10 ou 11% du PIB est financée par la création monétaire. Si on ne payait pas d'impôts, il faudrait faire de la création monétaire sur 64% du PIB et pas simplement 10%. Donc évidemment, on a quand même toujours besoin d'impôts. Mais on n'a pas augmenté la pression fiscale. On est resté à 45% de pression fiscale, alors que les dépenses publiques sont passées de 55%, ont pris 10 points de PIB. Et ces 10 points de PIB de 55 à 65% sur les dépenses publiques ont été financés par la monnaie, par la monnaie, la planche à billets, comme on disait dans le bon vieux temps. Question afférente à l'idée de bulle immobilière que vous avez développée lors d'une précédente émission, mais là vous insistez bien sur la conséquence de tout ça, de cette politique, c'est une inflation du prix des actifs. Et votre vision de la bulle immobilière choque pas mal de gens parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir cette bulle alors qu'on a un taux de chômage qui va rester très élevé et durablement. Oui. Ça va être de plus en plus choquant. Et ça, c'est le problème social que ça va créer. Regardez ce qui se passe déjà aux États-Unis avec les actions des technologies. Ce n'est pas que l'immobilier. Vous avez eu une hausse extraordinaire des actions des technologiques au moment où le taux de chômage des Américains, alors là, il a beaucoup baissé, mais enfin, il y a toujours aujourd'hui 11 ou 12 millions d'Américains de moins en emploi qu'avant le début de la Covid. Et ça n'a pas empêché le Nasdaq d'exploser. D'ailleurs, vous avez vu que les 5 GAFAM ont maintenant une capitalisation boursière qui est supérieure à celle de toutes les actions cotées en Europe. Dans la zone euro, pardon, pas en Europe. Et donc, on l'a déjà, ce contraste. On va avoir un contraste tout à fait compliqué à gérer par les gouvernements entre l'existence d'un certain nombre de salariés en difficulté, dans tous les secteurs d'activité qui souffrent, et l'enrichissement patrimonial, qui aujourd'hui est déjà là sur une partie du marché des actions et qui va être là sur l'immobilier. Et il faut comprendre... Alors, une autre de vos internautes parlait d'impôts, mais il faut comprendre qu'une bulle immobilière, c'est une forme d'impôt. Si je suis jeune, j'achète un logement, j'achète un appartement, et je vais le payer plus cher. C'est une taxe. Je suis taxé, en fait, par la hausse des prix de l'immobilier. Il me reste moins d'argent pour le reste, quoi. Donc, c'est exactement l'équivalent d'un impôt. Quand j'achète de l'assurance vie qui ne me rapporte rien,
parce que les taux d'intérêt sont déprimés par cette politique, c'est un impôt. Je suis taxé sur le revenu de mon épargne par les taux d'intérêt bas. Donc en fait, en face des déficits publics, on lève bien des impôts. C'est les impôts qui génèrent les bulles. C'est un impôt sur les épargnants et c'est un impôt sur les jeunes qui doivent se loger. Et ce qui me choque, c'est que d'une part, si on devait réfléchir aux impôts, ce n'est pas ceux-là qu'on voudrait avoir. Hein, on ne voudrait pas taxer les futurs retraités ni les jeunes. Et puis, aucun Parlement n'a jamais débattu de ces impôts-là. Donc c'est une forme totalement non démocratique d'imposition. Mais il s'agit bien d'impôts. Cette politique monétaire aboutit, aux yeux de certains, à une administration des prix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas des prix, des prix des actifs financiers. Le cas le plus clair, c'est la courbe des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt à 10 ans, qui devraient être des prix de marché, ne sont plus des prix de marché. Ils sont choisis par les banques centrales. Le cas le plus extrême, c'est ce qui s'appelle le yield curve control, qui est ce que font les Japonais, où ils disent que l'objectif de la banque centrale, c'est un taux d'intérêt à 10 ans à 0%. Donc en fait, on a transformé en prix administrés, mais c'est des prix de marché financier, des prix qui étaient avant des prix de marché. Or, tout notre système repose sur le concept de prix. Oui. Or, si ce prix est administré, c'est plus un vrai prix. Non, alors est-ce qu'on n'est pas en train, tout simplement, de s'aborder le système? Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai écrit un papier hier pour des clients de ma banque où on explique que les modèles habituels de détermination des taux d'intérêt à long terme, des cours boursiers, des spreads de crédit, etc., ne marchent plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, à un degré plus ou moins intense, ces prix sont tous administrés par la Banque centrale. Intérêt, la politique monétaire est beaucoup plus efficace. Si elle contrôle tous les prix de marché financier, elle est plus efficace que quand elle contrôlait que le taux d'intérêt à 24 heures, ou à 15 jours en Europe. Inconvénient, il n'y a plus d'informations dans les prix de marché. Un cours boursier ne vous donne plus d'informations sur les résultats futurs des entreprises. Un spread de crédit ne vous donne plus d'informations sur le risque de faillite. Et un taux d'intérêt à long terme ne vous donne plus d'informations sur la croissance ou sur l'inflation future. Vous avez perdu l'information dans les prix de marché. Mais on perd de l'information, donc on perd aussi de la confiance dans ce prix. Oui, mais surtout on perd de l'information, c'est très grave. Les marchés financiers, ça sert à échanger, bien sûr, mais ça sert à... les marchés, d'ailleurs, pas que financiers. La théorie de l'économie de marché, c'est parce que le prix, ce qu'on appelle, est une statistique suffisante. C'est-à-dire quand je regarde le prix, j'apprends ce que j'ai besoin d'apprendre sur l'offre, la demande, les risques, etc. Le jour où tous les prix sont administrés, j'ai plus d'informations, j'ai plus l'économie de marché possible, puisque l'information a disparu dans les prix. Et c'est ce que les banques centrales sont en train d'organiser sur les marchés financiers, la disparition du contenu informatif des prix. Alors quel est le sens des marchés financiers dans ce cas-là? Des marchés, on sort de l'économie de marché. Mais à nouveau, il n'y a plus de marché de taux. Les taux d'intérêt, à toute maturité, sont administrés par la Banque centrale. C'est des prix contrôlés. On est en régime de prix contrôlés. C'est semi-vrai sur les actions, les spreads de crédit, etc., l'immobilier, et c'est complètement vrai sur les taux d'intérêt. Mais l'effet pernicieux, selon vous, de cette politique, à moyen terme, c'est évidemment l'accroissement des inégalités et des tensions sociales. Alors c'est autre chose. C'est à nouveau, quand vous faites une bulle immobilière en période de chômage, évidemment, vous fabriquez une énorme tension sociale. Mais il y a quelque chose sur la croissance. Quand vous faites disparaître le concept d'efficience des marchés financiers. Les marchés financiers ne donnent plus d'informations pertinentes sur l'évolution future de l'économie. Donc vous dégradez le contenu en information de l'économie, donc les gens prendront de moins bonnes décisions. L'épargne ne sera pas allouée aux bons investissements, donc vous allez perdre de la croissance. Je reviens à la création monétaire parce qu'on a eu beaucoup de remarques faisant état d'une crainte d'hyperinflation avec cette création monétaire. Est-ce que cette crainte est, selon vous, fondée ou pas? Non, à nouveau, on l'a dit. La logique, aujourd'hui, c'est un lien strict entre les prix des actifs et la création monétaire. Japon, ce dont nous parlons là a commencé en 1997 au Japon. Donc ça fait 23 ans que les Japonais font cette politique de taux zéro et de création monétaire massive. L'inflation au Japon, sauf quand ils font des trucs bizarres comme augmenter le taux de TVA, elle est de zéro, elle est même négative. Donc la corrélation entre les prix des biens et la création monétaire a totalement disparu. Par contre, la corrélation, elle est entre les prix des actifs et la création monétaire. Alors, Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a dit, il y a quelques semaines, quelque chose d'extrêmement intéressant. Il a dit, dans la réflexion stratégique que nous allons ouvrir à la BCE, il faut que nous réfléchissions aux moyens d'introduire on va garder un objectif d'inflation, et comment on fait
pour introduire dans cet objectif d'inflation quelque chose qui ressemble au prix des logements. Et il suggérait d'inclure dans les prix qui sont surveillés ce qu'on appelle les loyers fictifs, c'est-à-dire les loyers qu'on attribue aux propriétaires de logements. Et s'ils sont bien mesurés, ces loyers, ils évaluent comme le prix des logements. Donc en fait, il y a une idée qui est de réenrichir l'inflation objective de la Banque centrale par quelque chose qui varie avec les prix de l'immobilier. Et ça, c'est très malin, hein, parce que ça permettrait aux banques centrales d'agir raisonnablement dans un monde où c'est les prix des actifs qui réagissent à la création monétaire et puis les prix des biens. Quoi qu'il en soit, quand on vous écoute, Patrick, on demeure, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça bien ou mal, dans un environnement favorable aux actifs financiers et immobiliers. Du moment, oui, alors à nouveau, aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes, la monnaie supplémentaire est gardée sous forme de monnaie. Et donc tout le monde est content d'être assis sur un dépôt bancaire qui a grandi. On a une énorme augmentation de la quantité de monnaie et pour l'instant, il n'y a pas d'effort fait réellement pour réoptimiser les portefeuilles. Quand la version pour le risque diminuera, quand il y aura un vaccin, quand on sera débarrassé plus ou moins de la Covid, les individus vont se dire « je vais devoir réinvestir convenablement cette monnaie » et je vais racheter d'autres actifs. Et c'est là que ce processus d'inflation des prix d'actifs commencera. Tant qu'on a peur, on stocke du cash. Mais à un certain moment, on réallouera ce cash. Patrick, merci. Merci Vincent.